3 heures d'actualité en direct. Voici les grands titres de ce mardi 14 avril. Tout d'abord, la Russie qui va livrer des missiles à l'Iran. Première retombée concrète du dégel des relations avec Téhéran. L'embargo sur les armes a été levé par Moscou. L'Iran exige désormais une levée immédiate de toutes les sanctions à son encontre. Et Israël, de son côté, a développé une nouvelle génération de drones, des drones de combat capables précisément de contrer ce redoutable système antimissile S-300. Insertion au cœur de cette industrie aéronautique dans un instant. Nous parlerons également ce matin de cette nouvelle bavure policière aux États-Unis. Un homme noir a été une nouvelle fois abattu par un policier blanc. Alors bavure ou crime raciste, l'affaire secoue en tout cas le pays. Enfin, Kim Kardashian en Israël, la star de la télé-réalité, a effectué une visite éclair en Terre Sainte. Toutes les personnes impliquées dans la visite ont signé un accord de confidentialité valant des millions pour éviter toute fuite aux médias. Mais nous avons des images, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous. Vladimir Poutine a donc donné son feu vert à la fourniture à l'Iran de ces fameux missiles S-300. Le président russe a signé hier au Kremlin un décret levant donc l'interdiction qui concernait cette livraison depuis 5 ans en raison des sanctions imposées à l'Iran. Myriam Aman. La Russie pourrait donc reprendre sa vente de missiles S-300 à l'Iran. Décision annoncée par Vladimir Poutine et réaffirmée par son chef de la diplomatie. Nous sommes convaincus que désormais, la nécessité d'un embargo volontaire de la Russie a disparu. Cette annonce fait vivement réagir Israël qui craint pour sa sécurité. Washington se dit également préoccupé par cette décision. Les États-Unis ont déjà fait connaître leurs objections à cette vente et le secrétaire d'État John Kerry a eu une nouvelle fois l'occasion d'exprimer ses préoccupations dans une récente conversation avec son homologue russe Lavrov. Je suis évidemment pas en mesure de spéculer sur le processus de prise de décision dans laquelle la Russie est engagée en ce moment, mais je pense que la Russie comprend que les États-Unis prennent très au sérieux la sécurité de leurs alliés dans la région. Des critiques balayées par Moscou. Je voudrais souligner le fait que le missile S-300 est une arme exclusivement de défense. Il n'est pas fait pour attaquer et il ne va pas menacer la sécurité d'un quelconque pays dans la région, ce qui inclut notamment Israël. La livraison de S-300 à l'Iran a été interdite en 2010 par l'ancien président russe Dimitri Medvedev en application de l'embargo imposé par l'ONU à Téhéran, sanctionnant son programme nucléaire. Mais les Russes estiment à présent que le contexte a changé avec la reprise des négociations entre l'Iran et les grandes puissances. Bonjour Olivier Rafovitch, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste en affaires militaires, ex-porte-parole de Tsahal. Alors on l'a vu, les États-Unis et Israël se sont empressés de s'opposer à cette vente d'armes. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce système de défense S-300 permettrait en effet à l'Iran d'intercepter tout missile venu attaquer ses centrales nucléaires? Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, si vous me permettez. D'abord, ces systèmes de défense et d'interception de missiles ne sont pas seulement en Russie, ils sont dans différents pays, ils ont déjà été vendus au Vietnam, en Grèce, dans différents pays, dans les pays de l'Est, et également ils sont même fabriqués aujourd'hui en Chine, ce qui veut dire que, également en Syrie, ils ont été transférés. Ce qui veut dire que d'abord, il y a peut-être déjà eu des transferts de systèmes, en tout cas de radars ou de parties des systèmes en Iran. Il y a également eu des Iraniens qui ont déjà été s'entraîner pour opérer ce système en Russie lorsque les Russes voulaient vendre donc ce système en 2007 à l'Iran. Je veux dire qu'il y a d'abord une connaissance des systèmes S-300 dans le monde occidental. C'est pas un nouveau système, il a été développé dans les fins des années 90. Et bien sûr qu'il y a ici une réaction normale et évidente des États-Unis, d'Israël, mais également d'autres nations qui ne veulent pas que l'Iran se dote de systèmes de protection au cas où il y aurait un besoin de franchir, on va dire, la ligne où alors les négociations et tout ce qui est politique et diplomatique n'existe plus. Il y a un besoin de... Vous confirmez donc que ce système de défense permettra d'empêcher ces missiles d'atteindre ces centrales nucléaires iraniennes? Je dis que l'Iran voudra évidemment se doter de systèmes de protection, mais je pense que l'Occident a les moyens aujourd'hui également
de parer par rapport à ces systèmes-là, vu qu'il y a une connaissance de ces systèmes de la part de l'Occident. Olivier Rahovic, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Emmanuel Navon, professeur en relations internationales à l'Université de Tel Aviv, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que l'annulation de ce décret par Vladimir Poutine est effectivement la première retombée concrète du dégel avec Téhéran, la première retombée concrète de l'accord de Lausanne? La première retombée, oui. Il ne s'agit pas d'un dégel, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de gel entre la Russie et l'Iran. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'avant même que l'accord final ait été signé, puisque je vous rappelle que l'accord n'a toujours pas été signé. Pour l'instant, il y a un accord cadre dont le contenu n'a toujours pas été publié, ou en tout cas, il y a des rapports contradictoires entre les rapports européens, iraniens et américains. Mais avant même que l'accord ait été signé, les Russes déjà libèrent ces missiles. Il faut bien comprendre la signification. C'est vrai, on a entendu le ministre russe des Affaires étrangères dire que c'est une arme défensive et pas offensive, et par conséquent, elle ne menace pas les alliés américains de la région, en particulier Israël. Il a cité spécifiquement Israël. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que lorsque les États-Unis, lorsque Israël dit si l'accord n'est pas respecté, alors l'option militaire reste sur la table, le message que Moscou envoie est de dire sachez que maintenant l'option militaire va devenir encore plus difficile parce que nous aidons l'Iran à se défendre d'une telle menace militaire. Alors précisément, le fait que Téhéran puisse désormais obtenir ces missiles va changer quelque chose, à votre avis, dans l'équilibre régional? Ça va changer la stratégie de l'Occident vis-à-vis de l'Iran, dans la mesure où, encore une fois, la grande faiblesse de l'accord qui a été conclu ou qui va être signé avec l'Iran, comme l'ont rappelé tous les experts depuis Henry Kissinger, George Shultz, qui ont écrit là-dessus dans le Wall Street Journal la semaine dernière, à savoir le jour où l'Iran viole l'accord. Comment est-ce qu'on va réimposer ces sanctions? Ça va être quasiment impossible de les réimposer. Le président Obama dit non, eh bien on réimposera les sanctions. Good luck on that. C'est impossible parce que les Russes ne seront pas avec les Américains. La Chine ne sera pas. Et donc, il restera la menace militaire. Mais cette menace militaire, une fois que les Iraniens auront ces missiles, ne sera moins crédible. D'autant que l'Iran, en échange, pourra désormais livrer du pétrole brut à Moscou. Ça fait partie de cet accord. C'est du donnant-donnant. Et toute la coopération militaire et économique va désormais reprendre. C'est ce qu'il faut craindre? Exactement. Avec d'autres États parce également? Que n'oubliez pas que dès que les sanctions seront levées, ou même partiellement levées, vous pensez vraiment que toutes les sociétés chinoises, russes qui vont se remettre à travailler en Iran vont accepter une réimposition des sanctions? C'est complètement irréaliste. Et c'est là qu'il y a un véritable problème avec l'accord cadre qui est en train d'être conclu. Alors cet embargo levé, d'après vous, seulement le prologue de la levée de l'ensemble des sanctions de façon immédiate, comme l'exige l'Iran, contrairement à la position américaine qui souhaite une levée progressive des sanctions? Alors déjà, il y a là un malentendu très clair qui est soit volontaire, soit pas volontaire entre les États-Unis ou l'Iran, où l'Iran dit ah nous on s'est mis d'accord sur la levée immédiate de toutes les sanctions. Les Américains disent jamais de la vie. Donc déjà là-dessus il y a ça fait partie des désaccords, de ces fameuses double version de l'accord de Lausanne. Double version, et on va voir ça dès que de plus on s'approche de la date butoir du 30 juin pour l'accord final, plus on va entendre les États-Unis et les Iraniens avec ces deux versions. Mais une fois que les sanctions seront levées, même partiellement, le véritable problème sera comment les réimposer. Ça a pris 10 ans. 10 ans pour mettre en place ce régime des sanctions avec des pays comme la Chine et la Russie qui étaient très réticents et qui ne seront plus on board pour les réimposer en cas de violation, et ces violations auront lieu. En tout état de cause, je vous le disais en titre, Israël de son côté a donc développé une nouvelle génération de drones, des drones de combat capables de contrer précisément ce redoutable système de défense antimissile S-300, insertion au cœur de cette industrie aéronautique avec Maxime Perez. Bienvenue dans les hangars de l'industrie aéronautique israélienne. C'est ici que la société IAI a installé la ligne de production du Harop. Plus qu'un drone d'attaque, un drone kamikaze. Sa mission, rôder au-dessus d'une zone de combat ou d'opération pour mieux repérer des cibles et les neutraliser. Notre système permet d'activer cet appareil depuis un lanceur. Nous l'utilisons comme un appareil qui permet de collecter des renseignements au sol et, si besoin, de le projeter sur des cibles. Israël s'intéresse à la génération des drones kamikazes depuis la fin des années 80. Des années de recherche et de développement ont permis aux ingénieurs d'IAI de concevoir une arme polyvalente et moins coûteuse que l'utilisation combinée d'un drone d'observation et d'un chasseur ou d'un hélicoptère de l'armée de l'air pour détruire une cible.
Nous offrons à nos clients une solution abordable financièrement qui permet de recueillir des informations à travers une tête chercheuse électro-optique et qui est aussi une arme de précision à part entière. 3 pays ont déjà acquis plusieurs exemplaires du drone Harop. L'Inde, la Turquie et même l'Allemagne qui l'aurait déjà employé en Afghanistan. Quant à l'armée de l'air israélienne, elle souhaite utiliser ces drones de combat pour contrer le redoutable système antimissile S-300 de fabrication russe, convoité par l'Iran pour protéger ses centrales nucléaires. Précisément, le Harop est un avion de longue portée, capable de voler à près de 1000 km de sa base. Le Patriot et tous les systèmes antiaériens appartiennent à une autre catégorie de munitions. Le système Harop est conçu pour neutraliser des cibles terrestres et à ce titre, les lanceurs de roquettes sont tout à fait à sa portée. Avec une dimension de 2 mètres de long sur 3 mètres d'envergure, le drone Harop a fière allure et pourrait être amené à jouer les premiers rôles dans un futur conflit avec le Hezbollah libanais et son arsenal de lance-missiles. Et on continue de décrypter l'actu de ce mardi avec les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne ce matin. Cyril, à la une de la presse israélienne, ces fameuses livraisons de S-300. Et c'est l'effet domino pour le Israël Hayom en première page, comme si l'accord sur le nucléaire iranien conclu par Obama ne suffisait pas, ironise le journal. Vladimir Poutine va maintenant livrer aux ayatollahs un système de défense antimissile qui rendra un peu plus difficile une frappe préventive contre les installations nucléaires iraniennes. Alors dans la même veine, nos confrères du Maariv titrent ce matin en une, l'effet Lausanne. Le journal de centre-droite de rappeler que la vente avait été conclue en 2007, mais qu'elle n'avait pas été honorée par Moscou en raison des pressions occidentales. Alors à présent, le verrou a sauté. Hier, Vladimir Poutine a signé un décret qui lève cette interdiction, si bien que plus aucun obstacle ne pourra donc empêcher la fourniture de ces missiles perfectionnés à Téhéran. Pour Alex Fishman du Yediot Ahronot, le Kremlin vient d'infliger aux États-Unis et à ses alliés un camouflet retentissant même, car la vente va se faire alors que l'accord final entre Téhéran et les 5+1 n'a pas encore été signé et que les sanctions ne sont toujours pas levées. Alors le S-300, vous l'avez dit, c'est le nom de ce système qui inquiète Israël, écrit le Yediot Ahronot, et même si, comme le souligne le Haaretz, une opération contre les sites nucléaires iraniens ne semble pas envisageable à ce stade, Jérusalem redoute toutefois que ces batteries antiaériennes tombent entre de mauvaises mains, celles du Hezbollah ou encore du régime syrien de Bachar el-Assad. D'autant, Barbara, que selon des sources du renseignement israélien qui sont citées ce matin par le Times of Israel, eh bien le régime de Mollah aurait, ces dernières semaines, intensifié son soutien militaire au Hezbollah libanais. Téhéran serait, selon le journal, en train de surarmer la milice chiite dans le cadre de ses préparatifs pour une nouvelle confrontation avec Israël. Et voilà pour ce dossier, toujours à la une de la presse ce matin également. Autre chose, la presse israélienne qui annonce la mort de l'écrivain allemand Günter Grass sans franchement lui rendre hommage. Oui, absolument, mort de l'écrivain Günter Grass, voilà le titre le plus laconique qu'ait pu trouver ce matin le Israël Hayom, le tabloïd israélien qui rappelle néanmoins que le prix Nobel, auteur du Tambour, avait été décrété persona non grata en Israël en 2011. C'était après son poème anti-israélien baptisé « Ce qui doit être dit ». Cliché noir et blanc, pipe au bec, Günter Grass fait également la une du supplément culture du Haaretz, le Galeria. Günter Grass, c'était la voix de la nation, écrit le journal, la conscience morale d'une Allemagne post-nazie. Mais au soir de sa vie, il a suscité la polémique en révélant son passé d'ancien SS. Et dans les colonnes du même journal, l'écrivain israélien Aaron Appelfeld lui rend néanmoins hommage. Tous les grands écrivains, prétend Appelfeld, ne sont pas forcément des personnes morales. Celui qui est moins tendre ce matin avec Günter Grass, c'est le correspondant du Yediot à Berlin, il s'appelle Eldad Beck et il fustige ce matin un donneur de leçons qui avait oublié. L'auteur allemand qui a grandi dans une Allemagne antisémite avant et pendant le régime nazi s'était senti libre il y a 3 ans de dire ce qu'il pensait franchement d'Israël. En ce sens, conclut le journaliste, il n'était pas si différent de son pays. Merci Cyril. Direction à présent les États-Unis où la course à la présidentielle est désormais ouverte. Alors après Hillary Clinton, c'est le républicain Marco Rubio qui a annoncé hier soir sa candidature à l'investiture de son parti. Je vous propose de l'écouter. Au XIXe siècle, une génération d'Américains a exploité la puissance de l'ère industrielle et a transformé ce pays en la première économie mondiale. Ainsi, le XXe siècle est devenu le siècle des États-Unis. Aujourd'hui, l'heure est venue pour notre génération d'ouvrir la voie vers un nouveau siècle américain.
Emmanuel, un mot de Marco Rubio, c'est le pendant républicain de Barack Obama. Il incarne une minorité, il fait partie de cette nouvelle génération de politiques américains. Oui, on peut le dire, jeune, 43 ans, également issu, comme vous l'avez dit, d'une minorité, la minorité hispanophone, symbole d'une success story américaine, de parents immigrants de Cuba, qui a réussi, etc. Donc oui, ça rappelle effectivement l'exemple Obama. Il a des chances ? Je pense qu'au sein du Parti républicain, il a de bonnes chances. Pour l'instant, celui qui est placé en tête serait Jeb Bush, qui n'a pas officiellement annoncé sa candidature, mais je pense que Marco Rubio a plus de chances d'attirer l'électorat plus large des États-Unis. Encore une fois, parce qu'il est jeune, parce qu'il est issu d'une minorité, il est dynamique. Jeb Bush, ce serait le 3e Bush candidat. Est-ce que les Américains aiment ces dynasties familiales, des Clinton face à des Bush, ça ne s'arrête jamais. C'est ça justement, c'est que cette dynastisation de la politique américaine, ça n'est pas quelque chose d'américain, c'est-à-dire que c'est complètement anti-américain, mais c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire Hillary Clinton, qui finalement c'est la dynastie Clinton chez les démocrates, la dynastie Bush chez les républicains. Il faudra voir si Jeb Bush sera institué ou pas, mais élu ou pas au sein des primaires, mais encore une fois, cette espèce de dynastie, ça n'est pas quelque chose qui est typique, qui devrait pas être typique en tout cas de la démocratie américaine. Alors 24 heures après l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2016, eh bien Hillary Clinton se trouve en ce moment même dans un van quelque part entre New York et l'Iowa, où elle a rendez-vous ce mardi pour son premier déplacement officiel de campagne. Il s'agit d'une table ronde sur l'éducation. Alors pas de grand discours, ni de grand meeting prévu jusqu'au mois de mai. Clinton, qui a préparé minutieusement cette campagne, veut donner l'impression qu'elle repart modestement à zéro. Julia Galantia. Désormais officiellement candidate, la voici déjà sur les routes. Hillary Clinton est partie ce lundi en campagne à bord de son van, direction l'Iowa. Bien décidée à gagner le cœur des Américains et devenir la première femme à entrer à la Maison-Blanche, la candidate démocrate a tweeté une photo d'elle au milieu d'une famille de Pennsylvanie croisée à une station-service. C'est dans une vidéo sur les réseaux sociaux que l'ex-sénatrice a officialisé dimanche sa seconde candidature aux primaires démocrates après sa défaite de 2008 contre Barack Obama. Loin de définir un programme ou même une vision, sa vidéo est entièrement consacrée à la politique économique et sociale, sans un mot sur l'étranger, et se concentre sur les espoirs de la classe moyenne. Je prends la route pour obtenir vos voix, parce que c'est maintenant à vous de choisir, et j'espère que vous allez me rejoindre dans cette aventure. Ce clip et ce road trip ont un but, laisser derrière elle son image jet-set d'ancienne première dame, sénatrice et secrétaire d'État, mais aussi signifier qu'elle entend mériter son investiture et ne rien considérer comme acquis. Mais dans le camp républicain, certains n'ont pas tardé à dénoncer le retour en politique de la plus connue des Américaines, à commencer par Jeb Bush, 62 ans, qui pourrait devenir son principal rival, et le sénateur du Texas, Ted Cruz. Nous devons faire mieux que la politique étrangère d'Obama et Clinton, qui a endommagé les relations avec nos alliés et renforcé nos ennemis. Nous sommes prêts face à Hillary. Nous savons exactement à quoi nous attendre. Hillary Clinton représente l'échec des politiques du passé. Après sa défaite face à Barack Obama en 2008 lors de la primaire, Hillary Clinton apparaît aujourd'hui comme archi-favorite chez les démocrates, avec environ 60% des intentions de vote. Elle a maintenant un seul objectif, devenir la première femme présidente des États-Unis le 8 novembre 2016. Dror, est-ce qu'à Jérusalem, on se réjouit de cette candidature ? Vous savez, le 18 mars, au lendemain des élections présidentielles, pour Benjamin Netanyahou, il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle. Des élections législatives en Israël. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Netanyahou. La bonne nouvelle, c'est qu'il était réélu confortablement. On sait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il devait passer encore près de 2 ans avec Barack Obama à la Maison-Blanche. Ça, pour Benjamin Netanyahou, c'est vraiment une pilule difficile à avaler. Donc lorsque Barack Obama cédera la place, si c'est un républicain, alors bien évidemment pour Netanyahou, ce sera une très bonne chose. On connaît sa proximité avec le parti républicain américain. Et puis si c'est Hillary Clinton, qui sans doute sera investie par les démocrates, ce ne sera pas non plus une très mauvaise nouvelle pour Benjamin Netanyahou, parce que le courant place plutôt bien. Alors quelques mots sur son positionnement, sa politique étrangère face à Israël. Elle était secrétaire d'État, il faut le rappeler. On sait quoi de sa vision du Proche-Orient? Écoutez, elle est entourée de juifs américains et même d'israélo-américains, notamment Chaim Saban, le milliardaire. Et
Chaim Saban a dit d'elle que sur le plan intérieur, Hillary Clinton était une libérale américaine, libérale au sens américain du terme, donc plutôt une femme de gauche, mais que sur le plan international, eh bien, elle avait des positions dures, elle avait une position ferme en matière de politique internationale, et ça s'exprime effectivement dans les dossiers moyen-orientaux. Elle est sans doute plus ferme que Barack Obama et John Kerry sur le dossier du nucléaire iranien. Elle a rendu responsable Yasser Arafat de l'échec des négociations de paix de Camp David en 2000, à l'époque, négociations de paix sous l'égide de son mari Bill Clinton, entre Ehud Barak, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat. Elle a dit très clairement que si ces négociations avaient échoué, eh bien c'était de la faute de Yasser Arafat. Et puis, l'exemple le plus récent peut-être, c'est ce qui s'est passé l'été dernier, l'opération Bordure protectrice menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Elle a pris fait et cause à cette époque pour Israël, en disant qu'Israël avait tout à fait le droit de se défendre comme il l'a fait, et que ce que l'on savait de ce qui se passait dans la bande de Gaza, eh bien, passait par le filtre du Hamas, et que l'on voyait ce que le Hamas voulait bien nous montrer. Ça, c'est un discours, bien évidemment, qui fait plaisir aux oreilles israéliennes. Et Benjamin Netanyahou peut donc être rassuré ? Pas complètement non plus, parce que sur le dossier israélo-palestinien, Hillary Clinton reste une démocrate américaine. Elle considère qu'effectivement Israël doit faire des concessions majeures, qu'un État palestinien est indispensable pour contrer ce qu'elle considère être la menace démographique, que sur le long terme, sans accord de paix, Israël aura du mal à survivre. Un gel total des constructions des implantations également. Hein. Elle est contre. Mais ces critiques, elles sont formulées en coulisses. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment confiance en Benjamin Netanyahou, mais elle le formule d'une manière beaucoup plus discrète que Barack Obama et John Kerry. Pourtant, ils ont des relations assez tumultueuses. Hein. Ils ne sont pas franchement sur la même longueur d'onde, en tout cas quand elle était secrétaire d'État et qu'elle était déjà face à Benjamin Netanyahou. C'est vrai, mais quand elle était secrétaire d'État, elle était beaucoup moins active dans le dossier israélo-palestinien que n'a été son successeur John Kerry. Et encore une fois, les critiques contre Benjamin Netanyahou, elle en formule, mais elle en formule en petit comité. Donc, si Hillary Clinton succède à Barack Obama, ça se passera mieux entre la présidente américaine et le premier ministre israélien. C'est incontestable. Précisément, Emmanuel Navon, à Jérusalem, on attend avec une impatience à peine voilée, vous l'avez dit, Dror, la fin du mandat de Barack Obama. Pour Jérusalem, pour Benjamin Netanyahou, il vaut mieux une Hillary Clinton ou de toute façon un républicain ? Vous savez, sur le dossier d'Israël et du Proche-Orient, c'est sûr que un Marco Rubio à la Maison-Blanche, ce serait une divine surprise pour Israël. Mais Hillary Clinton n'est pas Barack Obama, et les différences sont très significatives. Entre autres, et ça, l'aile gauche du Parti démocrate lui rappelle aujourd'hui, je vous rappelle que Hillary Clinton a voté en faveur de la guerre en Irak en 2003, que sur tous les dossiers internationaux, elle était à droite de Barack Obama. Elle a critiqué sur le fait qu'il n'a pas armé les rebelles non islamistes en Syrie contre Bachar al-Assad, que l'Amérique n'a pas armé également les Ukrainiens contre les Russes, etc. Ses positions sont plus fermes. Si elle est élue, elle pourra à ce point se détacher de son prédécesseur et ne pas marquer la continuité ? Oui, bien sûr. Elle a été effectivement le secrétaire d'État de Barack Obama pendant 4 ans, mais elle, comme je l'ai dit, elle a des positions qui sont différentes des siennes. Sur le dossier israélien, et Dror l'a rappelé, Hillary Clinton, très clairement, a dit que c'est à cause d'Arafat. Ce sont les Palestiniens qui ont fait échouer la conférence de Camp David. Elle était aux premières loges en tant qu'épouse du président américain à l'époque. Elle sait exactement ce qui s'est passé. Elle sait également qu'en tant que secrétaire d'État, elle a tenté de reprendre également les négociations entre Israël et les Palestiniens. Et que là, c'est Mahmoud Abbas qui a mis son veto pendant 4 ans. Il a refusé de rencontrer Netanyahou. Donc, contrairement à Obama, qui est arrivé au pouvoir avec ce narratif J Street, n'est-ce pas, qui consistait à dire c'est sur Israël uniquement qu'il faut faire pression. Elle connaît l'histoire du Proche-Orient beaucoup mieux qu'Obama, et elle n'a pas les mêmes préjugés qu'avait Obama quand il est arrivé au pouvoir et qu'il continue, semble-t-il, d'avoir. Personnellement, elle a une dent contre Benjamin Netanyahou ? Je ne pense pas. Je pense, encore une fois, je ne connais pas leur relation personnelle. Mais il n'y a pas, à mon sens, pas du tout cette animosité qui existe. On ne peut pas le nier entre Obama et Netanyahou. Encore une fois, elle ne vient pas avec le même background idéologique que celui de Barack Obama. Et par conséquent, il n'y a pas cette animosité personnelle. Alors, on le rappelle, vous êtes spécialiste également de la politique américaine. Alors, on sent de manière générale, pour parler de cette campagne, une Hillary Clinton extrêmement bien préparée. Peut-être préparée depuis 2008, depuis qu'elle a perdu dans les primaires face à Barack Obama. Elle travaille cette fois une image de simplicité, de modestie. On l'a vu dans le sujet, très à l'écoute de l'Américain ordinaire, comme elle dit. Est-ce que c'est une stratégie qui va payer ?
Oui, enfin très modeste. N'oubliez pas qu'avec son mari, il pense lever $1 milliard pour sa campagne primaire. Donc, mais elle combat cette image. Oui, elle se déplace en minivan et non pas en avion privé. Absolument. Mais elle a également déclaré, ça lui est sorti un peu de la bouche sans qu'elle fasse attention, elle n'a jamais conduit sa propre voiture depuis 1996. Elle est rentrée la première fois qu'elle est rentrée dans une mansion officielle, c'est quand son mari est devenu gouverneur de l'Arkansas, c'est en 1979. Elle a toujours vécu depuis 1979 en tant que femme officielle. Donc elle essaie de se donner maintenant effectivement l'image d'une femme modeste qu'elle n'est pas, mais je pense que stratégiquement elle a raison, puisqu'effectivement ce qui intéresse l'électorat c'est essentiellement les questions internes, l'emploi, vraiment les questions intérieures, pas les questions étrangères. Voilà. Et elle était un mot de politique étrangère dans son film. Comme elle était secrétaire d'État, alors elle est identifiée effectivement, ce qui est aussi un plus avec les questions internationales, mais c'est pas ça qui intéresse. En 2008 également, qu'elle a payé peut-être. Mais c'est pas ça qui intéresse l'électorat. En 2008, elle a eu la malchance, bien entendu, d'avoir en face d'elle la star de Barack Obama. Cette fois-ci, on ne voit pas effectivement l'équivalent émerger en face d'elle. Dror, pour finir, un mot de politique israélienne. L'info du jour à retenir, c'est une rencontre secrète. D'après nos confrères, en tout cas de la première chaîne de télévision israélienne, et la journaliste Ayal Hasson, Binyamin Netanyahou et le chef de l'opposition Yitzhak Herzog se seraient rencontrés secrètement entre quatre yeux. Cette rencontre a été démentie de part et d'autre par les porte-paroles, et il semblerait que les porte-paroles eux-mêmes des deux principaux, de Netanyahou et de Herzog, aient été tenus dans le secret. Est-ce que Binyamin Netanyahou considère qu'il faut qu'un gouvernement d'union nationale soit établi après cette période de négociation sur la formation d'une future coalition gouvernementale? On ne le sait pas. Peut-être que Binyamin Netanyahou lui-même ne le sait pas encore. En tout cas, toutes les options sont sur la table du point de vue de Binyamin Netanyahou. Et ce genre de rencontre secrète, ça peut également avoir comme objectif, mais évidemment pas avoué, de faire pression sur les autres partenaires envisagés pour la coalition gouvernementale et de leur dire, soyez un petit peu moins gourmands, messieurs Lieberman et Bennett, puisque c'est de eux dont il s'agit, c'est avec eux que ça coince. Soyez moins gourmands parce qu'on a d'autres options, on a d'autres cartes à jouer. On a l'option d'un gouvernement d'union nationale, les négociations avancent avec les partis religieux, avec le parti de Kahlon, qui dans tous les cas de figure, maintenant le cas de figure d'un gouvernement d'union seront au gouvernement, elles n'avancent pas avec Lieberman et Bennett, c'est pas un hasard. Merci beaucoup Dror. En 30 secondes pour conclure là-dessus, il va y parvenir dans les délais, Binyamin Netanyahou, à former son gouvernement? Vous savez, il a de l'expérience, c'est son 4e gouvernement. Et je pense que oui, je pense que l'option d'un gouvernement avec les travaillistes est très réelle. C'est la raison pour laquelle il a conclu avec les ultra-orthodoxes et avec Kahlon, et il laisse pour l'instant Bennett et Lieberman de côté. Ça veut dire quelque chose. Merci messieurs, à suivre. Nous parlerons de cette nouvelle bavure policière aux États-Unis. Une nouvelle fois, un homme noir est abattu par un policier blanc. Alors bavure ou crime raciste? Eh bien, on se pose la question après un nouveau journal présenté ce matin par Nathalie Nagar. Ne bougez pas, vous la retrouvez dans 2 petites minutes. D'être avec nous sur le plateau du Morning. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actu de ce mardi, ce suspect noir tué par un policier blanc aux États-Unis. C'est un scénario qui semble se répéter. Une nouvelle bavure policière ou crime raciste. La mort de Eric Courtney Harris continue en tout cas d'attiser un peu plus les tensions raciales aux États-Unis. À noter que cette nuit, l'officier qui l'a abattu a été inculpé. Il devra répondre d'homicide devant la justice. Maël Benoliel. Mike Brown à Ferguson, Eric Garner à New York, Walter Scott à North Charleston et aujourd'hui Eric Harris à Tulsa. Les jours passent et se ressemblent aux États-Unis après une énième bavure policière. Le 2 avril dernier, Eric Harris succombe à un tir mortel d'un officier de police de réserve, Robert Bates. La scène, filmée par la police de l'Oklahoma, montre l'interpellation d'Eric Harris après avoir été pris en flagrant délit, tentant de vendre une arme à des policiers sous couverture. Non armé, l'homme parvient à prendre la fuite, s'engage alors une course-poursuite. Alors qu'un policier parvient à rattraper le suspect, Robert Bates, 73 ans, annonce qu'il va faire usage de son taser, mais sort alors son arme de service. Le coup part et atteint Eric Harris dans le dos.
Le suspect blessé est violemment maintenu au sol par 3 policiers quand il se plaint de ne plus arriver à respirer. Cette bavure policière entre un membre des forces de l'ordre blanc et un suspect noir est pourtant passée inaperçue avant la publication de cette vidéo ce dimanche. En attendant la suite de l'enquête, le policier bénévole a été suspendu. Cette nouvelle bévue de la police américaine intervient dans un contexte tendu. Il y a quelques jours seulement, une autre vidéo, filmée cette fois par un amateur, était publiée. Dans cette dernière, un policier abattait un suspect noir, Walter Scott, de 8 balles dans le dos. Une affaire qui là aussi aurait pu tomber dans l'oubli sans la publication de la vidéo. Un scénario qui semble donc se répéter ces derniers temps aux États-Unis. Alors effectivement, l'enquête devra déterminer s'il s'agit d'une bavure ou d'un crime raciste, mais comme on vient de le voir, ces scénarios se répètent à une allure effrénée aux États-Unis. Pourquoi ? Oui, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une répétition de ce scénario, que l'Amérique finalement ne s'est jamais libérée de ces vieux démons, de ces tensions ethniques qui existent toujours, bien que nous soyons aujourd'hui au XXIe siècle. Et il y a là un véritable problème sur la façon dont la police souvent a le doigt lâche sur la gâchette. Et que il n'y a pas de hasard apparemment. Donc il y a là quelque chose d'assez inquiétant. Mais je pense également que du point de vue du leadership américain, là, vous savez, quand Barack Obama il n'a pas parlé cette fois-ci de random victims, c'est-à-dire de victimes au hasard, contrairement aux victimes de l'hypercacher à Paris. À l'époque, il avait dit des random, n'est-ce pas? Il y a là un véritable problème, mais qui est lié également au port des armes aux États-Unis. Il faut que les États-Unis traitent de ce problème de façon générale et que ça ne se répète pas. Alors, on pensait peut-être que l'élection de Barack Obama en 2008, premier président noir de l'histoire des États-Unis, avait laissé penser que la question raciale était totalement dépassée. C'est une illusion finalement. D'un côté, effectivement, les États-Unis ont fait énormément de progrès dans les relations interraciales, puisqu'on n'imagine pas, il y a un siècle, un président noir élu à la tête des États-Unis. Mais d'un autre côté, l'Amérique profonde, semble-t-il, reste la même. C'est-à-dire qu'il y a une évolution sociétale d'un côté, mais d'un autre côté, des choses qui malheureusement ne changent pas, qui restent profondément ancrées. Et bien qu'il y ait un président qui soit issu de la communauté afro-américaine, au sein des relations interraciales dans l'Amérique profonde, et cet événement s'est passé à Tulsa, Oklahoma, c'est vraiment un trou, c'est vraiment le fin fond de l'Amérique. Les choses restent les mêmes. Alors c'est ça, hein, vous l'avez dit, l'État fédéral a joué un rôle essentiel pour améliorer la situation des minorités ethniques. On a dit abolition de l'esclavage, déségrégation également par l'État fédéral. Ce problème raciste, c'est un problème local de certains États, des États du Sud en particulier? Les États du Sud, ça reste effectivement... il y a un nouveau livre encore qui vient de paraître sur la guerre de sécession qui montre à quel point les États du Sud restent une entité presque séparée au sein des États-Unis. Il y a une mentalité du Sud qui continue d'exister. Une mentalité qui reste profondément raciste. Qui reste, disons, avec beaucoup de préjugés. La mentalité du Sud continue d'exister, on ne peut pas le nier. Alors des policiers qui ont la gâchette facile, vous l'avez dit, mais peut-être aussi un problème au niveau judiciaire. On se souvient des émeutes de Ferguson en 2014, c'était parce qu'un policier n'avait tout simplement pas été inculpé. Et cette affaire avait frôlé le même scénario. Voilà, c'est ça. Alors là, effectivement, la justice aussi. Ce qu'il faudra voir du point de vue de la justice, c'est si ce policier, par exemple, sera effectivement condamné. Parce que sinon, là, il y aura, je pense, des conséquences. Il faut vraiment que la justice joue son rôle. Pour finir sur cette question, est-ce que le problème de la communauté noire américaine aujourd'hui est plus un problème social qu'ethnique, c'est-à-dire une communauté afro-américaine qui reste finalement foncièrement pauvre et dans les classes les plus basses de la société américaine? Il continue d'avoir un problème économique et social, en particulier dans les États du Sud, comme on vient de le voir, mais d'un autre côté, la société américaine a quand même changé en termes de mobilité sociale, et Barack Obama en est l'exemple le plus typique, surtout dans les États du Nord. Vraiment, il y a une interaction aujourd'hui où il n'y a plus les mêmes préjugés qu'il y avait avant, et on n'est plus au début du XXe siècle. Mais effectivement, comme on l'a dit, en fonction de où on est aux États-Unis, il reste des différences.
Et on va tenter de comprendre, Rudy, si sur Internet, cette bavure a fait beaucoup de bruit. Eh bien, pas tant que ça pour l'instant. Alors, il y a des éléments de ressemblance avec Ferguson, mais il y a aussi, quelque part, il faut le souligner, un effet de banalité. Pour rappel, en décembre dernier, le web s'était enflammé aux États-Unis et partout dans le monde autour du hashtag I cannot breathe, je ne peux pas respirer. C'était les derniers mots d'Eric Garner, un noir américain, les mots qu'il avait prononcés avant de mourir, étouffé par des policiers. Alors, ce qui avait mis le feu aux poudres, c'est que, effectivement, à l'époque, le jury avait refusé d'inculper le policier pour homicide. Donc, la communauté noire américaine, suivie ensuite par le monde du sport, comme vous le voyez, avait mis une sorte de pression populaire pour mettre cette injustice sur le devant de la scène, forçant les autorités américaines, Obama en tête, à se prononcer sur ces questions de la violence policière envers les Afro-Américains. Et là où il y a des similitudes avec l'affaire du jour, c'est que tout part d'une vidéo relayée sur les réseaux sociaux plusieurs jours après les faits, et c'est là que évidemment les choses s'emballent. C'est-à-dire que quelque part ces vidéos mettent en réalité subitement sur le devant de la scène ces bavures policières, notamment envers les Noirs. Et ce n'est pas forcément une nouveauté, c'est quelque chose qui est connu aux États-Unis. Un rapport du département de la justice d'État aux États-Unis qui date de 2007 parle d'à peu près 350 homicides commis par la police, en majorité sur des Noirs américains ou des Hispaniques. Alors ce qu'il faut noter dans les mobilisations en ligne pour Michael Brown ou Eric Garner, c'est qu'elles dépassent le cadre de la société américaine. Ce sont des hashtags qui parlent au monde entier, qui parlent tout simplement de racisme anti-noir et qui parlent aussi de violence policière. Sans cette pression des médias sociaux, sans cette vidéo diffusée, à votre avis, la justice, là encore, n'aurait pas décidé d'inculper cette nuit ce policier blanc ? Je pense que là, les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la mesure où ce genre de choses, immédiatement, sont vues par des millions de personnes. Et c'est là un des effets positifs, effectivement, des médias sociaux. C'est que des choses qui auraient pu passer inaperçues avant l'existence des médias sociaux, aujourd'hui, sont connues de tout le monde immédiatement. Et oui, je pense que ça fait un effet de pression sur la justice et sur les médias traditionnels. La mobilisation n'est pas la même, vous l'avez dit, que l'été dernier à Ferguson. Pourquoi ? Oui, l'emballement ne prend pas. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux ont rempli une partie de leur mission en mettant cette vidéo en ligne et en créant de l'intérêt sur cet homicide. On n'aurait jamais eu d'inculpation si cette vidéo n'était pas apparue et n'avait pas fait ce buzz. Mais c'est vrai, on en parle moins. Le sujet n'est pas au centre des discussions sur Internet. Alors, il y a deux explications. Soit un effet de banalisation, de lassitude de ce genre de fait, soit la révolte a besoin d'être portée par des personnalités, comme ça avait par exemple été le cas, on l'a vu, avec toute une équipe de basketteurs, de chanteurs noirs américains qui ont continué et ont porté et rendu ce thème central. Merci Rudy. On se dirige à présent vers l'Allemagne avec cette histoire étonnante. Il s'agit d'une grand-mère. Elle est âgée de 65 ans et elle vient d'annoncer à la presse dans son pays sa grossesse de quadruplé. Elle est déjà mère de 13 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants. Explication. Les médecins sont unanimes, c'est une folie médicale. Une femme allemande de 65 ans s'apprête à donner naissance à des quadruplés. Annegret Honig a déjà 13 enfants et 7 petits-enfants. Les médecins du monde entier dénoncent d'une même voix une absurdité ou encore une faute professionnelle. Après 50 ans, le risque de mortalité pour les quadruplés est 200 fois plus élevé. Pas suffisant pour faire entendre raison à Annegret Honig qui argue qu'elle a voulu faire plaisir à sa fille de 9 ans qui désirait un petit frère ou une petite sœur. Pour satisfaire cette demande, elle a donc suivi un traitement hormonal à l'étranger et reçu de multiples inséminations artificielles depuis 1 an et demi. La grossesse est suivie par plusieurs médecins et se déroule jusqu'ici sans complications majeures, mais les professionnels redoutent une naissance prématurée qui pourrait être fatale. Si en Allemagne, la presse et les réseaux sociaux se passionnent pour le sujet, la grande majorité des internautes restent perplexes, choqués, voire révoltés par cette décision. Les plus jeunes enfants d'Annegret Honig entreront à l'école quand leur mère aura 71 ans. Allez, on reste en Allemagne pour parler de culture. Cette fois, le plus célèbre des auteurs allemands d'après-guerre est décédé hier. Günter Grass, vous le savez, prix Nobel de littérature en 1999, était connu également pour ses engagements politiques. Regardez. Un prix Nobel est mort ce lundi. C'est la littérature qui a emmené cet enfant de commerçant allemand au panthéon des plumes contemporaines allemandes. Le jeune Günter Grass est né dans la cité-État de Danzig
d'un père allemand et d'une mère Kachoub, un groupe apparenté aux Slaves de l'Ouest européen. C'est sur le tard que le grand public découvre son enrôlement dans les jeunesses hitlériennes, comme son engagement volontaire à 17 ans au sein d'une division de la Waffen-SS. Un premier point de discordance dans une vie hantée par les pages sombres de l'histoire allemande. Günter Grass s'était fait connaître à un peu plus de 30 ans avec son roman Le Tambour, paru en 1959. Premier volume de la trilogie de Dantzig, que sont ensuite venus compléter Le Chat et la Souris, puis Les Années de Chien. Dans les 3 volumes, comme dans une grande partie de son œuvre, Grass revient sur les heures sombres du nazisme. Il explore la monstruosité de l'histoire et ce qu'il nommait la banalité du mal. La technique littéraire est complexe et toujours la même, enchevêtrement des temporalités, interpénétration des récits et des perspectives narratives. Se rencontrent dans ces histoires le merveilleux et le réalisme, le fantasme et le souvenir, ou le quotidien et l'hallucination. Ces romans lui valurent un succès planétaire pour le faire devenir l'un des rares classiques contemporains vivants, un monument de la littérature moderne qui refusait les moyens modernes d'écriture. Je me sens un peu comme un dinosaure, j'écris encore à la main. Puis je retranscris sur ma vieille machine à écrire Olivetti. Pas d'ordinateur dans mon processus d'écriture, je n'ai même pas de téléphone. Un certain refus de la simplicité pour écrire des livres réputés profus et difficiles, procédant par strates et par couches multiples. Proche de la pensée de James Joyce et de William Faulkner, Günter Grass juxtapose les formes d'art et d'écriture, articles, comptes rendus ou poèmes, et c'est sous la forme d'un poème que le prix Nobel allemand, habitué des prises de position radicales, crée la polémique en 2012. Il publie un plaidoyer pour l'Iran, dans lequel il accuse Israël, ni plus ni moins, de menacer la paix mondiale. Un texte intitulé « Ce qui doit être dit », des vers qui valurent à l'auteur d'être violemment accusé d'antisémitisme. Une énième polémique dans une vie longue et faite de longs combats. Le grand écrivain s'était déjà fait remarquer au lendemain des attentats du 11 septembre, après avoir déclaré que la réaction américaine orchestrait beaucoup de tapage pour 3000 blancs tués. Des controverses que ses admirateurs mettent sur le compte de la provocation, celle d'un homme dont le rôle était de sonder l'âme humaine, puis écrire. L'influence de Günter Grass sur la littérature mondiale reste quoi qu'il en soit considérable. L'écrivain est reconnu par ses pairs comme l'un des plus grands romanciers allemands du XXe siècle. Emmanuel, son passé nazi l'a hanté toute sa vie, ne l'a jamais quitté? Surtout dans la mesure où Günter Grass s'est toujours posé comme donneur de leçons, comme moralisateur, et quand son passé nazi a été révélé, cela l'a mis dans une position effectivement délicate. Ses prises de position, comme l'a rappelé votre reportage ces dernières années, après les attentats du 11 septembre, qu'est-ce que c'est que 3000 blancs tués, comme si c'était un événement sans importance, et puis effectivement ses positions, ses prises de position contre Israël. Il est resté antisémite toute sa vie? Il est resté allemand. Et cela signifie qu'il y a une relation très complexe au peuple juif. L'un des livres qui le révèle ces dernières années, du journaliste américano-allemand Tovia Tenenbaum, un récit qu'elle a écrit après une visite d'1 an en Allemagne, Allein unter Deutschen, où en français, j'ai dormi dans la chambre de Hitler, où il montre que finalement, l'antisémitisme est devenu tellement tabou en Allemagne qu'il est transféré vers une critique très très acerbe d'Israël. Et c'était typique chez Günter Grass. Tenir des propos antisémites pour quelqu'un qui était dans les Waffen-SS, c'est quelque chose qui était hors de question. Mais critiquer Israël et accuser Israël de tous les dangers du monde, plus que l'Iran, ça c'est politiquement correct, mais ça relève du même fantasme vis-à-vis des Juifs. Est-ce que Günter Grass s'est enseigné dans les universités israéliennes? Sa littérature l'est, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le fait que c'est une littérature de très grande qualité. Mais en tant qu'individu, comme beaucoup d'écrivains, on peut à la fois être très talentueux et avoir des positions complètement irrationnelles. Merci beaucoup Emmanuel Lavoine d'avoir été avec nous ce matin. Merci Rudy. À suivre après un nouveau journal, Israël marquera ce jeudi la journée de la Shoah. Et à cette occasion, les rescapés des camps racontent chaque année l'indicible, un devoir de mémoire respecté par tout un peuple. Témoignage exceptionnel après un nouveau journal, un juif obligé de s'engager dans les jeunesses nazies. Restez avec nous.